Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes le jeudi 8 août et j'ai donc le plaisir d'accueillir 3 avocats, 3 hommes de loi. Donc je ne sais pas si je vais réussir le pari aujourd'hui, mais ça s'annonce quand même difficile, pour ne pas dire compliqué pour le présentateur. Ces avocats sont Maître Kebrosamo, Fritsto Canton, Maître Jacquenet Auxilus. Et ce matin, on va justement revenir sur la séance qui a débuté hier. Pas pour parler de la forme, mais pour débattre du fond de la question. Mise en accusation, crime de haute trahison, précédent, jurisprudence. Voilà donc les sujets que l'on aura donc à évoquer tout le long de cette émission. Merci encore une fois, Madame, Monsieur, d'avoir choisi Métropole et d'être surtout fidèle à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Kebrosamo, merci pour le sacrifice. Vous étiez en province, vous avez reçu l'invitation très tard. Vous avez répondu et vous êtes là avec nous ce matin. Merci infiniment. Merci Wendell, comme toujours, c'est un plaisir d'être sur le plateau de Radio Télémétropole. Et en cela, je salue d'abord vous-même et mes copanélistes et les téléspectateurs qui nous regardent un peu partout, tant qu'en Haïti qu'à l'étranger, et surtout la population de Petit Goâve. Merci. Maître Jacquenet Auxilus, bonjour. Merci d'être là, d'être disponible pour Métropole. Bien le bonjour, Wendell. Je prends une seconde pour saluer les copanélistes, Maître Kebrosamo et mon grand ami Maître Fritzo Canton. Je suis très heureux d'être avec eux et parmi eux parce qu'ils représentent en fait un échantillon de la Bazoche, vous savez, sur laquelle je mets le cap, surtout en ces temps-ci, comme candidat au poste de bâtonnier de l'Ordre des avocats. Sauf que vous n'allez pas profiter de l'occasion pour faire de la campagne. Non, je n'en profite pas. Mais non. Avec Wendell au micro, et ça passe pas comme ça. Mais qui sait, l'oiseau en volant emporte ses ailes partout. Alors je salue, comme il l'a fait, la population des Côtes de Fer. En fait, cette population qui me permet d'être avec toi, de partager ce micro avec toi-même, Wendell. Je ne savais même pas qu'il était du Sud-Est. Allez-y. Ah oui, je suis du Sud-Est. Hein. C'est le voisin de Petit Goâve, le voisin de Bénin. En tout cas, pas loin de toi. Et je salue la Bazoche, donc merci de l'invitation. J'espère que ce sera une émission ce matin assez pédagogique qui permettra à la population qui sait d'être mieux éclairée. Merci encore de l'invitation. Merci, Maître. Maître Fritsto Canton, bonjour et bienvenue. Merci, Monsieur Théodore. Merci à vos téléspectateurs et téléspectatrices qui vont nous écouter. Je salue Maître Kebrosamo et le sacrifice qu'il a consenti pour être là également, de Petit Goâve jusqu'à ce jour. Maître Auxilus, que je n'ai pas vu depuis l'événement du 6-7 juillet. Nous nous sommes restés coincés à Kidam ensemble. Je suis heureux de le voir. Mais heureusement, vous étiez dans un hôtel. Non, nous nous sommes transportés dans l'hôtel malgré les difficultés que nous avons rencontrées. Il faut souligner que ce n'était pas trop loin. Si c'était loin, vous n'auriez pas pu atteindre l'hôtel. À pied, on peut se le permettre. Vous avez marché combien de temps? Moi, je venais de plus près parce que j'étais à l'hôtel Royal Oasis, prêtant mes services à la Chambre des députés dans le cadre des codes pénals et de procédure pénale qui étaient en lecture. Et voilà, de là, on s'est rendu plus haut. Vous savez que bien sûr que le sport est recommandé. Vous avez fait du sport quand même, vous avez marché. On a fait du sport, mais on a été contraint d'en faire. Alors, ça c'était pénible, vous voulez dire. Le sport recommandé, c'est pas de ce genre. Hein. Oui, ça dépendait de la forme. voilà. En tout cas, pour Maître Auxilus, c'est une tribune d'élection pour faire campagne. Puis que nous réservions le droit de nous y opposer par égalité entre les candidats. Bien entendu, c'est un bon échantillon. Je présume que le barreau aura, parmi d'autres, bien sûr. Merci, monsieur. D'abord, question d'actualité. Vous avez suivi la séance d'hier ou encore le début? Vous savez que la séance est mise en continuation. Ça doit reprendre incessamment.
selon le vœu ou encore selon les prescrits. Une fois qu'on dit que la séance est mise en accusation, c'est que de moment à l'autre... Oui, oui. Mais vous avez suivi, Maître Zamor? Non? En partie? Une toute petite partie. À la radio ou à la télé? D'abord à la radio, ensuite à la télé. Chez vous, de chez vous étant? Oui, bien sûr. Pareil pour vous, Maître Canton, vous avez suivi la séance? Je m'en étais préservé. Merci. Maître Auxilius? Mais j'ai suivi. Intégralement? J'ai suivi, et surtout à la télé. Et même s'il m'est arrivé de perdre certaines séquences, en tout cas pas trop enrichissantes, hein, mais je crois avoir suivi les séquences les plus déterminantes. On rapporte que c'était un débat de haut niveau. C'est pas vrai, non? C'est une approche, c'est une analyse. Je n'affirme pas. Hein. Non, c'est une approche, c'est une analyse, en ce sens que chacun tire ce qu'il avait à tirer, ce qu'il pouvait tirer. L'essentiel, c'est que les débats ont eu lieu. Bon, voilà. OK. Mais selon vous, ce n'était pas un débat élevé? Pour élevé ou pas élevé, parce que certaines fois aussi, un débat est élevé ou n'est pas élevé, dépendamment de l'œil avec laquelle on le suit, on le regarde. Et c'est aussi ça. Parce que, en fait, comme j'avais précédé mes compagnons là, à ce niveau, le sens même de la question, vous savez bien, la question elle-même est inédite. Donc, elle suscite de l'intérêt. Donc, l'intérêt suscité peut ne pas être dans le degré, la qualité des débats, mais la question elle-même étant inédite, elle suscite de l'intérêt et à un certain niveau de la curiosité. Dites-moi, monsieur, à quel moment peut-on parler de précédent ou de jurisprudence en ce qui concerne une séance de mise en accusation, comme c'était le cas hier? Maître Zamor, Maître Kibo Zamor, il n'y a pas jurisprudence ou il n'y a pas de précédent? Je crois que, d'abord, je tenais d'entrée de jeu à faire une rectification. Je ne suis pas avocat, bien que je suis licencié en droit. Je suis un magistrat professionnel. C'est-à-dire, après mes études donc, homme de loi. Juridiques, vous êtes homme de loi. Je suis allé à l'école de la magistrature et depuis, je suis resté dans la magistrature. C'est vrai que je m'en plains toujours de traitements réservés aux magistrats en général et plus précisément au parquetier. Donc, on en reviendra là-dessus s'il y a lieu. Et permettez aussi que je précise pour les auditeurs, les téléspectateurs et téléspectatrices de Télé-Radio Métropole, que assez souvent, il y a une confusion au niveau de ces deux concepts, la jurisprudence et les précédents. C'est vrai qu'on a tendance à placer, si vous voulez, la jurisprudence dans un contexte, je dirais, juridique plus global. Donc ça renvoie aux décisions rendues par les tribunaux, etc., qui ont une certaine autorité et qui peuvent à n'importe quel moment être exploitées par tel ou tel juge dans les cas similaires ou dans les cas d'espèces similaires. Donc, mais en général, tout le monde parle de jurisprudence pour un fait qui s'était passé une fois. Alors que ce n'est pas le cas, c'est pas le cas. Et même pour un bon ou mauvais précédent. Probablement. Maintenant, donc les gens ont recours, je dirais, à toute une série d'arguments pour étayer telle ou telle thèse, telle ou telle assertion. Maintenant, en général, on parle de précédent, notamment au niveau du droit anglais, common law, où il est question, je dirais, d'avoir à faire référence à un droit qui n'est pas écrit forcément ou à des coutumes qui ne sont pas écrites. Donc, par exemple, si vous prenez les États-Unis, très souvent, le juge va devoir se référer à ce qui a été décidé dans tel cas précis. Et dans la mesure où ça reste encore, je dirais, suffisamment pertinent, parce qu'il faut tenir compte de l'évolution du temps et de la société aussi. Donc, tel précédent, à tel moment précis, dans le cadre de telle résolution de tel fait ou de tel problème, peut ne pas avoir la même pertinence 50 ans après.
D'où l'évolution globalement de la jurisprudence, mais aussi de la conception que se fait de tels faits par rapport à la loi. Donc, maintenant, en droit parlementaire aussi, on parle de précédent. Tel problème ou telle problématique a été résolu de telle ou telle façon. On peut toujours référer à ce qui a été décidé, mais est-ce qu'on est dans la situation où les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances de temps, de lieu, etc. Je n'en suis pas certain. Maintenant, pour conclure rapidement, parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est le Parlement, à travers ses activités. Et très souvent, on recourt à la théorie du précédent. On parle de quoi? On parle de la mise en accusation. Hier, j'ai entendu avec intérêt l'invité que vous avez eu, à savoir Adi Jean Gandhi. Il nous a fait un étalage ou un exposé assez brillant de toutes, je dirais, les mises en accusation qui ont été tentées durant notre histoire depuis Toussaint. Bon. Donc, et en fait, au niveau du Parlement, très souvent, on recourt à la théorie du précédent pour faire valoir ce qu'on est en train de faire par rapport à ce qui a été fait. Maintenant, il y a aussi l'adjectif mauvais, les adjectifs mauvais ou bons, auxquels on attache un certain prix pour qualifier les précédents. C'est ça. Un bon précédent, merci. Un mauvais précédent. Merci infiniment, Maître Zamor, pour ces explications. Jusqu'à la lumière... Maître Zamor a fait, pardonnez-moi, un éclairage assez suffisant. C'est pourquoi je m'apprêtais à avancer. Acquitter. Pas à quitter. Non, je voulais avoir un petit mot aussi. Une petite précision. Eh bien d'accord, allez-y. Parce qu'on a toujours tendance dans notre pays à adopter un terme emprunté de l'étranger, d'un droit étranger. Le précédent, c'est la répétition dans le temps d'un fait, jusqu'à un certain moment où ce fait a été généralement accepté comme une règle établie, à laquelle on peut faire référence à tout moment pour clarifier, pour illustrer, pour qu'il y ait une sorte de coordination, une sorte d'unicité du droit. C'est le système ordinairement connu aux États-Unis, comme l'a si bien dit tout à l'heure, en Grande-Bretagne, disons, dans le système common law. Le précédent est dans ces pays-là plus fort qu'une règle de droit, écrite quelquefois. C'est-à-dire, entre une règle de droit écrite en Angleterre et le précédent, on préférerait à la règle le précédent s'il est bien établi. Ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Nous avons un système de droit écrit, surtout romano-germanique. Et dans un système également où la coutume joue un rôle déterminant dans l'établissement des règles. À ce moment-là, le précédent peut être invoqué. Mais pour la jurisprudence, on ne peut pas se permettre surtout de parler de jurisprudence lorsqu'on parle de théorie juridique. Parce que la jurisprudence n'est pas une règle de droit. Ce sont des références jurisprudentielles qui fixent la position de la haute cour dans l'application de la règle de droit. C'est-à-dire... Oui, bien entendu. La haute cour. La cour de cassation. Dans d'autres pays, ça peut ne pas s'appeler la cour de cassation. La cour suprême ou la haute cour. C'est-à-dire... On a une jurisprudence, c'est-à-dire les tribunaux ordinairement s'accordent à ce que ce cas a été traité de cette manière-là par la Cour suprême ou par la Cour de cassation. C'est-à-dire de telle sorte que cette Cour-là prône une unification de la règle de droit, unification du droit. Mais on ne peut pas, même les tribunaux, et même les juridictions inférieures, ne peuvent pas tout le temps dire la Cour de cassation a décidé, ce n'est pas une règle.
la Cour de cassation peut avoir décidé d'une certaine manière et que la Cour, des cours d'appel et les tribunaux de première instance peuvent en décider autrement selon la nature et la spécificité du cas. Bien entendu, on aurait peut-être fait... En fonction de l'évolution sociale. C'est ça. C'est-à-dire, ce cas actuellement traité par les tribunaux, par les juridictions inférieures, contrairement à ce qui a été décidé par la Cour de cassation, peut permettre un revirement de jurisprudence. Les prémices d'une jurisprudence future. C'est ça. OK, merci. J'apprécie le fait que le débat garde l'allure technique, ou l'aspect technique. Il y a besoin de précision. C'est ça. Vous avez un mot à placer dans le débat, et maître? Mais comme je suis là pour placer aussi un mot. D'accord. Non, parce qu'on pourrait aussi laisser tomber et avancer. Oui. Alors, sur le précédent, je dirais tout simplement, on ne complète pas Maître Canton et encore moins le magistrat Kebo. On ne les complète pas. Et le précédent a plutôt tendance à entrer dans tous les domaines, vous voyez, et surtout dans le domaine de la politique, notamment pour les questions parlementaires. Comme cela a été effleuré, un précédent n'est pas un précédent ne s'y est pas forcément. Cela signifie que le fait est déjà arrivé. Le fait s'est déjà produit. Et suite à sa production, le fait avait reçu tel ou tel traitement. Dans un temps donné, dans une circonstance donnée, et le précédent ne s'établit pas forcément comme règle. Non. Et ce serait dangereux, dans un système de droit, d'évoquer toujours le précédent comme s'il était une source de règle. C'est dangereux. Le fait s'est produit. Cela n'est pas inédit. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, comme le fait n'est pas inédit et que le fait s'était produit à tel moment de la durée, à tel moment de l'histoire, donc maintenant qu'il s'est reproduit, on doit se dire qu'il ne doit pas forcément recevoir le même traitement. Alors que dans la jurisprudence a un caractère un petit peu, je dirais, un sens beaucoup plus pérenne. En ce sens que la jurisprudence veut dire forcément qu'il y a eu une ou des décisions de juge sur la question. Là, le fait s'est produit et il y a eu des décisions de juge là-dessus, dans la mesure où les circonstances n'auraient pas changé. Donc, un autre tribunal, par la suite, surtout lorsque ça a été décidé par des cours un petit peu plus élevés, supérieurs, donc, si le fait s'est reproduit, il y a possibilité que ça soit jugé de la même manière. Merci. Alors, en ce sens, pour terminer, on peut avoir jurisprudence sur une coutume. Et c'est ça qui a été effleuré en Occident, par exemple. On peut avoir jurisprudence sur une coutume. Ça veut dire un juge a consacré que voilà de quelle manière cette coutume s'applique. On peut avoir jurisprudence aussi sur un texte de loi. C'est-à-dire, il s'agit d'une interprétation, n'est-ce pas, judiciaire. Un juge qui a appliqué un texte de loi, eh bien, c'est une interprétation qui a été suivie dans le temps. Eh bien, ça, c'est une jurisprudence. On dit jurisprudence sur cette loi, sur ce texte. Alors, il peut y avoir jurisprudence aussi sur un principe. Dans le cas qui nous concerne, oui, nos honorables parlementaires devront parler de précédent. Il n'y a pas eu de précédent ou il y a eu précédent. Par rapport à quoi? Excuse-moi. On va voir. Là, je parle de la séance de mise en accusation. Maintenant, justement, on va voir plus loin. Et sur la jurisprudence, il y a une jurisprudence dont il a été déjà parlé. C'est la jurisprudence là où il n'y a pas forcément de loi. Et dans le système de la common law, on dit que le juge, il est un lawmaker. C'est un faiseur de loi, en ce sens qu'il doit quand même juger. Mais comme il n'y a pas de loi, ou bien la loi est obsolète, ou bien est obscure, il doit prendre des décisions, et l'ensemble des décisions concordantes adoptées par ce juge, c'est sa jurisprudence. Et quand il n'y a pas encore lieu de faire le revirement, eh bien cette jurisprudence a beaucoup de chances de se maintenir. Voilà pourquoi, dans des pays comme le nôtre, dans un pays comme Haïti par exemple, on admet surtout les décisions des cours, notamment de la Cour de cassation, comme étant source de jurisprudence. Pourquoi? Parce que si ça est décidé en cassation, eh bien, c'est dire que ça passe d'abord au moins par une première étape.
Au moins par une première étape, parce qu'on ne va pas en cassation pour la première fois lorsqu'on est en justice. Donc le fait que ça soit jugé, ne serait-ce que par une justice de paix, ne serait-ce que par une cour d'appel le plus souvent, ou par un tribunal de première instance, arriver en cassation où les sages se réunissent et examinent la question. Donc, c'est dire qu'il y a une fiabilité, il y a un degré de fiabilité jusqu'à ce que la cour se décide à faire un revirement de jurisprudence. Merci, Maître Auxilus. Alors, je reviens à la question posée. Ici, nos parlementaires devront parler de précédents. Est-ce que vous faites allusion à la tenue de l'audience hier? Oui. Précédent, parce que c'est un fait inédit, il n'y a pas eu, pendant les 30 dernières années, une séance de mise en accusation, c'est ça? Et là, maintenant, je voudrais surtout ouvrir une porte qui nous conduira à la question de procédure. Oui. Ouais. C'est possible. Okay. D'accord. Justement. Là, tu nous mets à l'aise. Non, mais c'est pourquoi, justement, j'ai choisi de parler de procédure ou de précédent. Pas procédure, de jurisprudence ou de précédent. De ma connaissance, pardon, maître. De ma connaissance, je n'ai pas eu vent qu'il y ait eu des mises en accusation déjà d'un président de la République dans notre pays. Il y en a beaucoup. Des mises en accusation réussies. Oui, réussies. Oui, non, réussies. Et des tentatives. Des tentatives, personnellement, j'ai assigné M. Préval en justice parce que j'assurais la défense du Parlement haïtien contre le pouvoir exécutif. Et on avait également assigné Estine Vincent en reddition de compte. C'est-à-dire, il y a des tentatives. Des tentatives. Non, Estine Vincent est descendu, rendre compte. Rendre compte, comme président de la République. Préval s'était fait représenter par Maître Glissade et Maître Pierre Richard. Pierre Richard, qui représentait le pouvoir exécutif. Moi-même, je défendais le pouvoir législatif. C'est-à-dire, il y a des tentatives de mise en accusation, mais qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais abouti. Alors, OK, Maître Zamor. Justement, la mise en accusation, c'est une procédure, je dirais, exceptionnelle. En général, à laquelle on recourt pour demander principalement au chef de l'État des comptes. Plus précisément, c'est une procédure qui vise à destituer le président de la République qu'on accuse d'avoir soit violé la Constitution ou d'avoir commis des crimes ou délits. De trahison. Voilà, tout autre délit. Voilà, tout autre délit ou crime à la loi pénale. Donc, il y a, de mon point de vue, un constat, c'est que par rapport à toutes les tentatives qui ont été faites avant, jusque-là, on n'a pas pu repérer une loi d'application de ce que la Constitution ou les différentes constitutions antérieures avaient prévu. Et idem pour la Constitution de 87. Jusqu'à ce jour. Donc, une loi d'application, la Constitution prévoit qu'il doit y avoir une haute cour, et c'est le Sénat qui va pouvoir s'ériger en haute cour de justice pour juger un certain nombre de fonctionnaires ou de grands commis de l'État, dont le président de la République, le Premier ministre, les ministres, le protecteur du citoyen, les membres de la Cour des comptes et du Conseil électoral permanent, etc. Ouais. Donc, on parle de juridiction d'exception. En ce sens, ils bénéficient d'une forme d'immunité. Et en cela, ils ne peuvent pas être traduits directement par devant les tribunaux ordinaires. Donc, un privilège de juridiction qui les prémunisse contre toute forme de persécution politique, qui aura qui aura probablement engendré une déstabilisation au niveau de l'État. Donc, la Constitution l'a prévu, c'est pour qu'effectivement, qu'on ne se dise pas que telle autorité est au-dessus de la loi. Et là, rapidement, je viens à la question de la minorité, entre guillemets, du président de la République.
on répète à tort et à travers que le président est mineur. C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Personne n'est mineur au-delà de 18 ans. Donc, personne n'est mineur. Donc, la responsabilité pénale du président de la République, des ministres, de son premier ministre, etc., de toutes les personnalités visées ou les catégories visées par l'article 187 pour la haute cour, eh bien, toutes ces personnalités-là ne sont pas au-dessus de la justice. Elles bénéficient certes d'un privilège de juridiction, mais elles doivent rendre des comptes, d'abord, devant le Parlement, et si on en arrive à avoir des preuves, au-delà de tout doute raisonnable, que soit ils auraient, ou elles auraient, parce que j'avais dit les personnalités, ou elles auraient violé la Constitution, elles auraient volé les biens de l'État, c'est dit également dans la Constitution. Vous êtes passible devant la Haute Cour de justice si vous avez volé les biens de l'État. Et dans le cas où elles auraient aussi commis d'autres crimes au délit réprimés par la loi pénale, et eh bien, à ce moment-là, ces personnalités-là s'exposent à la Haute Cour de justice, et après qu'elles auraient été destituées, eh bien, la justice ordinaire pourra les poursuivre. Alors, le grand problème auquel on fait face, c'est cette paresse législative, cette déflation législative. Tout à l'heure, mon ami Maître Oxylus a fait valoir qu'on ne peut pas de façon récurrente recourir à tout bout de champ, au précédent, qu'il soit bon ou mauvais. Ce n'est pas un fait inédit, ça c'était déjà arrivé. Eh bien, il faut faire en sorte que le Parlement doit faire en sorte qu'il y ait un texte qui soit élaboré pour apporter la solution à ce problème que cela pose. Maintenant, dans bien des cas, on n'a pas de texte qui viennent réglementer ou fixer les limites procédurales de tel ou tel prescrit constitutionnel. Par exemple, prenons la loi électorale. À chaque fois qu'il va y avoir des élections, vous allez voir que le conseil électoral soit provisoire, eh bien, c'est à lui d'élaborer un projet. Soit un décret électoral ou une loi électorale qui sera soumis éventuellement au Parlement. Mais pourquoi le Parlement ne prend pas la responsabilité d'élaborer une loi sur la question des élections et même faire en sorte qu'on puisse avoir un code électoral. Il y a bien d'autres matières, mais on s'arrête là. Maintenant, puisqu'on parlait de la mise en accusation, donc cela dit, on est là dans une logique où on fait un saut vers l'inconnu. On essaie à tout moment de voir comment ça peut se passer. Donc, on ne va pas s'entendre là-dessus. La Constitution ne dit pas ça. Mais ce saut vers l'inconnu aussi peut aboutir à n'importe quoi, peut déboucher sur n'importe quoi. Mais ça peut avoir aussi la vertu de sensibiliser suffisamment les gens, de les conscientiser sur le fait qu'il doit y avoir quelque chose qui doit être fait. Donc maintenant, c'est la mauvaise gouvernance globalement, c'est, si vous voulez, les réformes institutionnelles qui tardent à venir, qui nous mettent dans cette situation. Donc, il faut prendre le pays en charge. Il faut prendre le pays en charge. Prendre le pays en charge veut dire qu'il faut faire en sorte que les institutions doivent remplir la mission pour laquelle elles ont été créées. Merci, efficace et performant. Merci, Maître Zamor. Je sais qu'il attend de placer son mot, comme il l'a dit déjà. Non, pas Maître Canton, Maître Oxylus. Mais avant, j'annonce qu'avant la pause, j'aurai donc à revenir sur les personnalités de l'État qui sont concernées par la Haute Cour de justice, qui sont susceptibles de passer par devant la Haute Cour de justice. Question justement de rappeler à ces gens que ce n'est pas seulement le président qui est passible de la Haute Cour de justice. Le mot, maître? Oui, le mot, c'est que sur la mise en accusation, parce que la mise en accusation, c'est un déclenchement procédural qui tend vers quelque chose. Alors, la précision, c'est que il y a
les constituants essaient toujours, et cela à travers n'importe quel État du monde, ils essaient de réaliser comme une sorte d'équilibre dans l'État. C'est important. C'est-à-dire, l'idée de l'État, c'est que quand nous avons créé l'État, quand nous l'avons inventé, ce n'est pas pour que nous nous effacions nous-mêmes comme individus, comme citoyens. C'est pour qu'il y ait l'équilibre. L'équilibre entre ce que nous sommes comme individus, comme citoyens, mais ce qu'est l'État aussi. Il faut trouver cet équilibre. Et l'idée de l'État de droit est partie aussi de là. C'est quoi? On est responsable au niveau de l'État, président et même sénateur, député, bref, parlementaire, ministre, secrétaire d'État. On est responsable et le reste, c'est pas qu'on soit en haut sur un piédestal et qu'on regarde le peuple en bas. Ce n'est pas ça. L'idée, c'est que on est dans le pouvoir judiciaire, je dirais mieux aujourd'hui le pouvoir juridictionnel. Le pouvoir juridictionnel, c'est le pouvoir transcendant. C'est important. C'est le pouvoir transcendant, c'est-à-dire, on a trouvé cette formule pour que les dignitaires, eux aussi, soient passibles de juridiction. Mais aussi, dans l'équilibre, ils ne pourront pas, ces dignitaires, être appelés à longueur de journée par devant les tribunaux ordinaires. Ça, c'est l'équilibre. Parce que vous imaginez un président de la République qu'on aurait pu appeler par devant un juge de paix, un parlementaire, un ministre, etc., ils n'auraient pas eu le temps de faire leur travail. Donc, ils seraient tout le temps par devant les juridictions ordinaires. L'État dit non. Maintenant, la Haute Cour de justice elle-même, je rappelle que cette institution a toujours existé dans notre droit public. Vous allez être, en fait, la population peut s'étonner de voir que le tribunal de cassation... Vous avez dit, excusez-moi maître, vous avez dit... Mais oui, ça a toujours existé. Ça, dans notre droit public. Dans la même forme ou... Ah, mais à chaque moment, ça a pris une forme. J'allais vous dire, à titre de rappel, cite, par exemple. Sous Duvalier, le Sénat était dissous. Non, mais je vous dis tout de suite, la Constitution de 1801, que nous appelons la Constitution louverturienne de 1801, mais cette Constitution a prévu un tribunal de cassation, par exemple. Bon, voilà. A prévu un tribunal de cassation. Cela veut dire que la Cour de cassation, que nous faisons remonter à 1806, par exemple, sous Pétion, c'est une institution pérenne. Donc, nous avons cette institution, cette juridiction, n'est-ce pas, dans notre droit public. Allons plus loin. Vous lirez dans la première constitution proprement dite d'Haïti, la constitution impériale de 1805. La constitution impériale de 1805 avait prévu la Haute Cour de justice. Passant par 1806, arrivons à l'une des meilleures constitutions d'Haïti aussi, après 1843, la constitution de 1889 a prévu justement la Haute Cour de justice, presque au même sens et dans le même esprit. Dans l'esprit de pouvoir juger des dignitaires qui auraient commis des crimes de haute trahison, des crimes dans l'exercice de leurs fonctions, des crimes et délits. Maintenant, arrivé à nous, en 1957, il y avait la Haute Cour de justice. Maintenant, en matière de loi, effectivement, je l'ai dit l'autre jour, on n'a pas de texte vraiment adapté, de texte de procédure. Pourquoi? Parce que la Constitution n'est pas une règle élaborée de procédure. La Constitution fait mention, la Constitution crée l'institution. Mais quant aux lois d'application, elles auraient dû être créées avant. On ne va pas croire, et ce n'est pas nous qui allons le croire, que quand je vous dis Haute Cour de justice de 1805, Haute Cour de justice de 1889, de 57, ainsi de suite, on ne va pas croire que ça puisse être régi par des lois d'alors. Parce que, justement, les choses ont évolué. En 1904, justement, on a eu une loi. On l'appelle loi Nord-Alexis. Mais cette loi a été adoptée dans le cadre du procès des consolidards. Si Maître Canton me permet de m'exprimer ainsi. Procès de la consolidation. Mais ce texte-là, en réalité, ne traite pas, à proprement parler, de la Haute Cour de justice. Ce texte traitait justement de la responsabilité des chefs d'État, des ministres, des secrétaires d'État, en tout cas de membres de gouvernement, qui auraient commis des crimes et délits dans l'exercice de leurs fonctions et qui pouvaient être poursuivis à leur sortie de fonction. Voilà pourquoi je profite de cette antenne pour dire que je suis en total désaccord avec les voix qui nous ont précédés ici et qui auraient fait à croire que d'anciens présidents de la République, d'anciens ministres ou d'anciens dignitaires seraient passibles de la Haute Cour de justice.
Le texte de 1904, justement, qui ne traite pas de la haute cour de justice, mais qui a traité du fait que les anciens dignitaires sont passibles des tribunaux de droit commun à leur sortie d'espace de fonction. Alors bref, comment jongler maintenant? Comment établir la procédure? Moi, je crois que, comme je l'ai dit, il faut s'adapter, il faut trouver un juste milieu entre la procédure parlementaire et la procédure généralement en application par devant nos cours et tribunaux. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vraiment de texte. Qui doit le trouver? Mais c'est le Parlement, parce que d'une part... Je pensais que vous allez parler du Conseil consultatif constitutionnel. Conseil constitutionnel, qui n'est pas encore effectif. Et à défaut qui n'est pas encore effectif. Je dis, l'Assemblée ne cesse pas d'être une assemblée parlementaire. C'est-à-dire, c'est toujours la Chambre des députés, c'est toujours le Sénat, avec, bien sûr, des attributions juridictionnelles. Merci, maître, merci, maître. Nous allons observer la pause. Oui, on va revenir, maître Canton, mais comme promis, permettez que je partage avec le public l'article traitant de la Haute Cour de justice. Ouais. C'est l'article 185 pour l'édification ou encore pour éclairer la lanterne du public de métropole. Alors on dit, et je cite, le Sénat peut s'ériger en haute cour de justice. Alors on dit peut s'ériger en haute cour de justice. Les travaux de cette cour sont dirigés par le président du Sénat, assisté du président et du vice-président de la Cour de cassation, comme vice-président et secrétaire respectivement, sauf si des juges de la Cour de cassation ou des officiers du ministère public près de cette cour sont impliqués dans l'accusation. Auquel cas, le président du Sénat se fera assister de 2 sénateurs, dont l'un sera désigné par l'inculpé et les sénateurs susvisés n'ont voix délibérative. L'article 186, je cite, « La Chambre des députés, à la majorité des 2/3 de ses membres, prononce la mise en accusation. Le président de la République, pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions. Petit b, du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État pour crime de haute trahison et de malversation ou d'excès de pouvoir ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions. Des membres du Conseil électoral permanent et ceux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions. Des juges et officiers du ministère public près de la Cour de cassation pour forfaiture. Et puis maintenant, il y a petit e du protecteur du citoyen, article 187. Les membres de la Haute Cour de justice prêtent individuellement et à l'ouverture de l'audience le serment suivant. Je jure devant Dieu et devant la nation de juger avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme propre et libre, suivant ma conscience et mon intime conviction. Je sais que vous étiez au courant, vous l'avez lu. Oui, vous l'avez déjà lu. Oui, non. Donc pas nécessaire de vous demander des commentaires. Vous vous appréciez après la pause. Hein? Oui, bien sûr. Oui, mais l'article 188 cache une curiosité probablement sur laquelle on n'aura pas le temps de... Vous avez dit 186, la Chambre des députés. Non, 188. Oh, 188. C'est conformément à la conscience oui. et à l'intime conviction. 188.1. Le serment. Le serment. Okay. Oh, d'accord. Le serment. Je jure devant Dieu. Je jure. Oui, je jure devant. C'est ça. Pour tous les serments. C'est ça. Donc pour ce serment, pour tous les serments. Conformément à la conscience. Non, et à tous les serments. Conviction. Le président de la République prête serment, les juges prêtent serment. Pour tous ceux-là qui prêtent serment. Alors, le serment est formulé ainsi, et je cite, je jure devant Dieu et devant la nation, et de juger avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme propre et libre, suivant ma conscience et mon intime conviction. Suivant ma conscience et mon intime conviction. Oui, ce sont les sources de décision. Ils sont devenus juges maintenant. Oui. Ils sont devenus magistrats. Conscience et conviction. Conscience et intime conviction. Oui. Ils sont devenus magistrats pour l'occasion. Monsieur, merci infiniment. On se la pose. Non. Ce sont des juges. Je vous passe mon stylo. Vous avez un stylo. Vous notez. Non, je n'ai pas cette mémoire-là. Il y a des failles mnémotechniques. Et lorsqu'on est entré en âge, vous comprenez bien. Continuez donc. Vous permettez là que j'annonce la pause. Ce n'est pas des défaillances, des failles mnémotechniques. Ah, d'accord, merci. Attention, monsieur Théodore. Oui. Monsieur Théodore. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, maître Kebro Zamor, Jacques Ney Auxilius et Fritzto Canton. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause.
Le point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Et sans tarder, nous allons voir si l'on peut de plein pied entrer dans des questions de fond. Mais juste avant, il y a des auditeurs qui veulent avoir des réponses exactes à un certain nombre de questions. Est-ce que les pourquoi les parlementaires ne sont pas passibles par devant la Haute Cour de justice? Parce que le législateur n'avait pas prévu de leur permettre de bénéficier de cela. Donc, les Si un parlementaire viole la Constitution, par exemple. Les parlementaires... J'ai pu continuer, non? Pardonnez-moi. J'allais dire... non, pas un privilège, comme il avait dit. Je vous donne la préséance. Dans notre Constitution, il n'est pas accordé, il n'est pas attribué aux parlementaires un privilège de juridiction. Parce qu'avec leur père, ce sont leurs pairs qui doivent déterminer d'abord de la levée de leur immunité. Pour des crimes graves ou des délits sérieux qui ont été commis par des parlementaires. Parce qu'après la levée d'immunité, ils sont passibles devant les tribunaux de droit commun. Tout simplement, mais... Ils sont couverts par l'immunité? Non. Cette forme d'immunité, c'est plutôt l'irresponsabilité de cette immunité-là et l'inviolabilité. OK. Maintenant... Pardon, c'est important. Il ne suffit pas de prononcer le terme. L'inviolabilité, ça voudrait dire de l'exercice de leur fonction. de leur corps. On ne peut pas procéder à leur arrestation sans qu'il y ait une décision de leur corps d'appartenance. Sauf en cas de flagrant délit. Mais il faudrait toujours les transporter au Parlement pour qu'ils prononcent la levée de leur immunité. Maintenant, Maintenant, l'inviolabilité et l'irresponsabilité, c'est les termes qui auraient été prononcés, les actes qui auraient été accomplis dans l'exercice de cette fonction-là sont couverts par leur immunité, même postérieurement. Après la fin de leur mandat, à l'expiration de leur mandat. À ce moment-là, ça ne veut pas dire que les parlementaires sont au-dessus des lois. Comme nous sommes en face d'un Parlement entre eux, qui se protègent, on ne trouvera pas facilement une levée d'immunité parce que, passez-moi l'expression... C'est là le danger. C'est le danger parce que l'ensemble des parlementaires, pour la plupart, la majorité des parlementaires commettent des actes délictueux, répréhensibles, au même titre que celui contre lequel, ou bien contre qui on demande la levée d'immunité. Il ne faudrait pas, pardonnez-moi, je vais en pointer le thème que je n'aime pas, ils vont peut-être à une nouvelle audience soulever le principe, la théorie du précédent, pour dire on avait fait ça, pourquoi nous ne l'avons pas fait pour l'autre? Mauvais précédent. Mauvais précédent, merci. À ce moment-là, ils se couvrent eux-mêmes, entre eux-mêmes, pour qu'il n'y ait pas une immunité, une fissure. Maintenant, monsieur, dites-moi, est-ce que le président ne bénéficie pas d'une quelconque immunité? Maître de magistrat il avait commencé, je lui laisse la priorité. C'était au moment de la pause. Oui, justement. C'était au moment de la pause. On en parlait au moment de la pause, mais c'était lui qui était... Non, alors j'ai posé la question à vous autres. Justement. Et Maître Zamor a répondu pendant la pause. Mais le public ne savait pas que j'avais posé la question. Eh bien, c'est pour ça que je transmets par élégance à Maître Zamor. Justement, moi, je crois que c'est un débat récurrent qui revient à tout bout de champ et moi, qui ne vaut même pas la peine qu'on s'y attarde parce que on ne peut pas juger un président en fonction. C'est mathématiquement impossible. C'est le numéro 1 de l'État. Lui qui a, si vous voulez, la mission de veiller à ce que les institutions marchent très bien. Vous permettez, maître, question d'être plus clair, question d'édifier la lanterne du public. On ne peut pas juger un président en fonction, vous avez dit. Quelle est la finalité, par exemple,
d'une séance de mise en accusation? On est là au niveau d'une considération en 2 étapes. Oui. C'est parce que le président, il est protégé par l'immunité, tout comme les ministres, les secrétaires d'État, les membres de la Cour, les juges à la Cour de cassation et les commissaires du gouvernement auprès de cette Cour, les membres du Conseil électoral permanent ou provisoire, bon, le texte dit permanent, les membres de la Cour des comptes, le protecteur du citoyen, etc. Ils sont protégés par cette immunité. C'est parce qu'effectivement, ils sont protégés par cette immunité qu'il faut d'abord les dépouiller pour qu'ils redeviennent de simples citoyens et justiciables devant les tribunaux ordinaires. Donc cela vaut également pour le président. On fait une réflexion, je dirais, élémentaire. Si on ne peut pas juger un ministre comme ça, à plus forte raison qu'on ne peut pas juger un président de la République. Donc maintenant, s'il y a des faits qui peuvent établir, son implication, qui peuvent être établis, ou établir son implication à la participation, soit des crimes ou délits, ou même la violation de la Constitution, eh bien, qu'au niveau d'abord de la Chambre des députés, qui fait office, je dirais, de l'autorité qui va opérer la saisine de la haute cour à travers, je dirais, tel que c'était le cas hier, à travers cette séance spéciale, il va falloir établir avec des preuves à l'appui qu'il y a opportunité de saisir la haute cour de justice, autrement dit, de saisir le Sénat pour qu'il puisse s'ériger en haute cour de justice. Et là, c'est important. Avec les preuves. Bien sûr, je dis avec des preuves. Maintenant, si vous ne disposez pas de preuves, comment allez-vous faire convaincre, comment allez-vous convaincre l'Assemblée, tout comme l'opinion publique qui suit la séance, qu'il y avait effectivement matière à saisir la haute cour de justice? Ça ne peut pas être une saisine je dirais une saisine automatique, pas automatique, politique, d'opportunité, fantaisiste. On doit se baser sur des éléments, sur des faits qui ont des fondements précis, qui peuvent étayer l'accusation. Donc maintenant, il ne suffit pas de dire, bon, je veux une mise en accusation pour le président, et que finalement, vous allez voir l'Assemblée décider, bon, ok, soit on ne veut pas de mise en accusation, soit on en veut. Non. Il faut, au-delà de tout raisonnable, j'avais dit, venir avec des éléments qui puissent étayer l'accusation. Est-ce que vous ne trouvez pas la procédure un peu compliquée aussi? Je ne pense pas. C'est vrai que tout à l'heure, on s'en était plein. Alors compliqué dans le sens, comme vous l'avez reconnu vous-même, qu'il y a plusieurs étapes. D'abord, à la Chambre basse, la procédure de mise en accusation. La mise en accusation doit être votée à la majorité des 2/3 des membres présents, des parlementaires présents, et saisir la Haute Cour de justice. Et après la Haute Cour de justice, il va y avoir encore vote, non? C'est pas ça? Non, voilà. Il faut bien comprendre. Et en cela, vous allez souffrir un petit peu, mais... Non, pas de problème. Il faut bien comprendre. Ce sont les mêmes choses. On est dans le cadre d'une procédure. On commence avec la Chambre des députés, qui va devoir décider est-ce qu'il y a opportunité de saisir la haute cour de justice. L'opportunité, c'est quoi? C'est tout comme lorsque le commissaire du gouvernement apprécie une plainte qu'on dépose au parquet. Il décide, en fonction des éléments de la plainte, d'abord d'analyser le fondement de la plainte. Est-ce qu'il y a matière à poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre maintenant? Est-ce que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas prescription? Est-ce qu'il n'y a pas extinction? Est-ce qu'il n'y a pas amnistie? Est-ce qu'il n'y a pas abrogation de la loi pénale? Bref, je décide de mettre l'action publique en mouvement. Donc c'est cette fonction-là... Après avoir réuni toutes les preuves. Tous les éléments. Alors, tous les éléments de preuve. Maintenant, il va falloir qu'au niveau de la séance spéciale dite de la mise en accusation au niveau du Parlement... Au niveau de la Chambre basse. Au niveau de la Chambre basse, il faut que, d'abord, les députés accusateurs puissent en mesure de faire valoir des arguments qui doivent aller dans le sens, je dirais,
de soutenir l'accusation qui est portée contre X ou Y. Donc ça ne suffit pas de dire que le président avait fait ci, le président avait fait ça, sans qu'on soit pas en mesure de pouvoir démontrer. Et c'est pourquoi... Et à ce moment-là, il va y avoir vote. Ah, bien sûr, après qu'on aura démontré. Oui. Ou Après, soit qu'on a bien le vote. démontré, soit que la démonstration a été correcte. À ce moment-là, on dira que bon, on a été en mesure de convaincre l'Assemblée que les accusations qui ont été portées contre le président, par exemple, voilà, sont fondées. Si on a mal démontré, alors, et dans cette première hypothèse, on peut aller vers cette possibilité de saisir la haute cour de justice pour décider précisément. Maintenant, si on a mal démontré, on n'a pas convaincu à la fois et l'Assemblée et l'opinion publique, on risque d'avoir, je dirais, une décision des 2/3 de la Chambre des députés qui ira dans le sens, ou bien les 2/3 qui iront dans le sens, je dirais, d'un obstacle à la mise en accusation. OK. Maintenant, ça, merci, maître Zamor. Par-dessus tout, il faut démontrer, preuve à l'appui qu'il y a lieu d'aller vers cette... OK, on n'en est même pas encore à la haute cour de justice, on reste encore à la chambre basse. Il y a une première étape. Oui, et maître Canton... La saisine, parce qu'il faut bien comprendre, c'est la Chambre des députés qui, à l'issue de ce vote, des 2/3 qui requiert la mise en accusation, eh c'est la Chambre des députés qui va saisir, ou c'est cette décision qui va saisir le Sénat pour qu'il puisse s'ériger en haute cour de justice. Jusque-là, le Sénat n'est pas concerné. Il n'y a pas de haute cour de justice jusque-là. Tant qu'il n'y a pas eu cette décision de la Chambre des députés. Merci, maître Zamor. Donnez la chance quand même aux autres invités. Et maître Canton. Magistrat. Oui, magistrat. Et jusque-là, on est encore à la chambre basse. Et jusque-là, C'est l'étape liminaire. Préliminaire. Je vais même dire liminaire. Et là, jusque-là, tout est technique. Oui, tout à fait. Bon. Tout est technique. Merci. Non, mais les explications apportées jusque-là sont techniques. Oui, mais il y a aussi c'est une assemblée politique. Tout devrait être technique. C'est ce que a dit maître Zamor. Moi, je vais justement ajouter un petit mot. À partir du moment où vous érigez, vous avez lancé la mise en accusation contre le président de la République ou contre toute autre personnalité publique telle qu'a prévu la Constitution, les preuves doivent être préalablement établies. C'est avec ces éléments de fait matériellement constatés que vous allez introduire votre mise en accusation. Il n'incombe pas, comme il l'avait dit, à l'Assemblée des députés de leur donner des preuves. C'est à vous d'apporter vos preuves matériellement qui démontrent même l'implication de celui que vous comptez. Donc vous estimez qu'il y a eu déjà faux pas hier? Mais il y a toujours faux pas. On ne dénonce pas pour dénoncer. Parce que c'est la loi, le constituant a pris la précaution d'assurer une protection particulière à ces responsables d'État. À ces dignitaires. À ces dignitaires. Ces responsables d'État sont de hauts responsables d'État qu'il faut protéger malgré eux-mêmes. Ça voudrait dire qu'on prévoit une majorité des 2/3 déjà pour la mise en accusation, des 2/3 pour la condamnation. Vous voyez? De telle sorte que cette tendance ne s'analyse pas comme une fantaisie politique pour pouvoir nuire à l'État, nuire aux responsables d'État, nuire à la stabilité de l'État. Puisque un président de la République, d'après l'article 136 de la Constitution, est le responsable du bon fonctionnement de l'État. Vous voyez, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, c'est-à-dire de la stabilité même des institutions de l'État. Vous ne pouvez pas partir vers la déstabilisation même de celui qui représente l'unité et l'unification de l'ensemble des politiques, de l'ensemble des partis politiques. Voilà le problème. Le mot maintenant de maître, je connais. Pardon. Ce n'est pas seulement en Haïti où l'on prévoit cette majorité de protection pour mettre en accusation. Aux États-Unis aussi.
la mise en accusation d'un président de la République, c'est à 2/3. C'est pour cela d'ailleurs oui, pour l'impeachment. C'est pour cela d'ailleurs qu'on constate que Mme Pelosi s'est montrée nettement en défaveur d'un impeachment qu'elle croit de pouvoir réussir contre M. Trump. Oui, parce qu'il y a une majorité républicaine qui ne va pas faciliter la destitution du président. Oui. Ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Comme aujourd'hui. Bon, est-ce qu'on peut le dire ici? Là, l'a dit aussi. Parce que si les députés accusateurs, excusez-moi, maître, si les députés accusateurs arrivent à convaincre la majorité... Mais où sont les textes de procédure? Bon, peut-être pour les textes de procédure, il faudrait leur poser la question. Maître Thébault l'a dit tout à l'heure, en même temps que Maître Xylus. Et la procédure, la forme, c'est la sœur jumelle de la liberté. Oui, excusez-moi, Maître Canton. Excusez-moi pour vous dire que la Constitution a tracé une procédure... Alors, Maître Xylus aura seulement le dernier mot avant de refermer l'émission. La procédure, elle est tracée par la Constitution. Donc, elle n'est pas suffisante, bien entendu. C'est pourquoi on dit qu'on devrait avoir une loi d'application. Mais la Constitution a dit comment ça doit être fait, de façon très laconique, je l'admets. Donc, la Constitution dit que, voilà, la Chambre des députés doit pouvoir voter la mise en accusation, majorité de 2/3, etc. Et je vais continuer. Oui, après... Il faudrait maintenant, à l'intérieur du Parlement, qu'on prévoie des lois d'application de la Constitution qui dirigent la procédure électorale. En tout cas, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit les députés qui préparent... Ces députés-là, qui étant arrivés au terme de leur mandat... Je vais mettre la John Barret tout à l'heure là. Il faudrait de la compétence. Tout à fait. De la compétence affirmée dans les assemblées. Tout à fait. Pour que nous-mêmes nous sentions être pris en main par nos dirigeants. Lorsque, aux États-Unis d'Amérique, la Constitution américaine, par exemple, je fais une ouverture, n'a jamais prévu un contrôle de constitutionnalité des lois. Jamais prévu dans la Constitution. C'est la Cour suprême qui s'en C'est la Cour suprême. La théorie des précédents. D'abord avec l'affaire Marbury. Marbury versus Madison. Marbury versus Madison, c'est à ce coup. Du coup, le dernier mot. Le dernier mot. Si je ne suis pas oublié. Non. Alors, justement, on était sur... Sauf que vous avez 2 bonnes et excellentes minutes, maître. Mon Dieu. Allongé. La légalité n'est pas respectée. Non, vous n'avez pas plus que nous l'a fait tout à l'heure. Oui, alors, et vous n'avez pas chronométré non plus. C'est une présomption. J'avais pas chronométré, mais maintenant oui. Alors, c'est sur moi que ça commence. Regardez, le président de la République, les parlementaires, etc. Paul Valéry écrit que l'histoire entretient les rancunes. Vous savez, de tout le temps qu'on parlait là, j'allais justement brandir l'une des constitutions antérieures. Entre 1806 et 1957, il y a au moins une constitution qui avait prévu que la Haute Cour de justice serait compétente aussi pour juger des parlementaires. L'histoire entretient les rancunes. Parvenue à nous jusqu'à aujourd'hui, cette institution, telle que prévue par la Constitution, a nommément énuméré les dignitaires qui en sont passibles. Président, ainsi de suite, pas les parlementaires. Maintenant, il a été si bien dit que le parlementaire, ce n'est pas une forme d'impunité, je veux croire. Je veux croire que dans l'esprit du constituant, il sait qu'un parlementaire, c'est quelqu'un qui est suffisamment rodé et que pour protéger l'institution, s'il y en a parmi eux qui seraient en contravention avec la loi, etc., dans un sens ou dans un autre, pour protéger l'institution aussi, eh bien, que ce que de droit serait fait. Je pense que c'est l'esprit du constituant. Maintenant, étant donné qu'aujourd'hui, et je pense qu'il faut inviter la population aussi à regarder qui peut être, qui ne peut pas être parlementaire. Cette séance aussi va le démontrer, si elle ne l'a pas déjà démontré. C'est que aujourd'hui, il faut que la population retienne que le parlementaire, il est aussi investi de pouvoir juridictionnel. Et en ce sens, que ce soit la Chambre des députés en tant que chambre de mise en accusation, que ce soit le Sénat s'érigeant en haute cour de justice, justement, ils sont investis de pouvoir juridictionnel. Cela dit ce que ça dit. C'est André Moura qui vous dit que
les vagues peuvent porter au sommet même les plus faibles nageurs. Il ne faut pas toujours que les vagues nous portent au sommet. Il faut que les valeurs, les qualités, justement, nous portent au sommet. André Moura, un essayiste français. Sur, justement, les 2 tiers, la convocation, etc. Moi, je pense qu'il faut dire, et M. Théodore, que la procédure à appliquer, effectivement, n'est pas étayée, n'est pas élaborée. Toujours est-il question de loi d'application pour rattraper la Constitution. Mais maintenant, de la Chambre des députés, tout d'abord, le premier acte, c'est quoi? C'est comme une sorte de déclaration de mise en accusation par un groupe, etc. La question est portée par devant la Chambre, puisque c'est l'Assemblée qui est souveraine. Dans le régime représentatif, ce n'est pas le parlementaire en soi, fût-il un groupe. Maintenant, l'Assemblée souveraine est en train de se prononcer, à bien comprendre l'actualité. Elle se prononce contre, la question s'arrête là, hein, ancien commissaire du gouvernement. Elle se prononce en faveur. Oui, commissaire du gouvernement. Alors, près la cour. On a tendance à ne plus voir, moi. Bien sûr, et voilà. Mais on aurait pu voir autre chapeau aussi, hein, que nous faisons taire quant à présent. Regardez voir. Ça passe, on a voté. Eh bien, maintenant, le dossier est déféré par devant le Sénat qui doit s'ériger en haute cour de justice. Mais il y a une curiosité qu'il faut soulever, Wendell, à cette émission. Le dignitaire est au Sénat, je dis par devant la haute cour de justice. Faudrait-il que les accusateurs traversent au Sénat pour venir soutenir l'accusation? À ce niveau, moi, je crois qu'il y a un accord. Et je l'ai soulevé, mais je vois l'accord. Mais Zamon va me dire tout de suite, si on considère la Chambre des députés comme étant, comme il l'a dit d'ailleurs, comme étant une sorte de parquet de ministère public, mais on dira tout de suite que la Chambre des députés n'a pas son entrée au Sénat, si ce n'est pour siéger en Assemblée nationale. Oui, mais les documents devront être transmis. Les documents seront transmis. Maintenant, la question, ce sera qui va soutenir. Qui va soutenir l'accusation? Non, il ne sera pas question de soutenir. Alors, laissez-moi élaborer pour mon petit temps. Je peux toujours répliquer. Oui, mais je ne l'ai pas fait dans le cas et je me suis tenté. Donc, comme il me donne seulement 5 minutes, permettez-moi. J'avais dit 2 minutes, maître. Maintenant, arrivé au Sénat, donc désormais, haute cour de justice, le chef de l'État, je pense que depuis la Chambre des députés, il a droit à une défense. Et nous sommes en train de dire aussi pour la population que tout le monde a droit à la défense. Les avocats du barreau de Port-au-Prince étant là, ils sont là, ils assurent le métier de défense. Qui va assurer la défense du président? Bon, ça, on ne sait pas. Ça ne peut pas être le cas à ce stade. Maintenant. Non. OK. Nous admettons, nous sommes d'accord que là, nous sommes à la phase de mise en accusation. Oui. À supposer qu'on arrive au Sénat. Devant le tribunal. Devant le tribunal, maintenant. Qui va... Est-ce que... Non. Non, il ne peut pas avoir d'avocat ici. Non, pas ici. C'est cette phase-là. À ce stade, arrivé au Sénat de la République, le Sénat s'érige en cour de justice. Le dignitaire poursuivi ne peut pas avoir d'avocat. Non. Il n'a pas besoin de quiconque pour assurer sa défense. Là, au Sénat. Donc, voilà, donc c'est un débat qui va être fait. En droit administratif, donc, ce sont des actes législatifs qui, par leur nature, doivent pouvoir échapper à l'appréciation d'une juridiction. C'est-à-dire que l'avocat n'a pas sa place. Tout comme également un Premier ministre ou un ministre interpellé par devant soit la Chambre des députés ou bien le Sénat devait venir avec son avocat. Non. On doit se baser sur des faits. Mon petit temps à moi, merci. Merci de me laisser épuiser mon petit temps à moi. Quelques secondes. Alors, oh mon Dieu, mais là encore, il y a un rebondissement avec lequel je suis plutôt en désaccord. Pourquoi? Je vois maintenant, et nous avons amplement dit au départ, que c'est l'institution parlementaire qui a comme attribution de légiférer et de contrôler l'exécutif, mais qui a un niveau de contrôle qui est plutôt le contrôle juridictionnel. C'est-à-dire, l'institution, cette fois-ci, est chargée de dire le mot du droit pour trancher. Mis à part tout ce que vous avez développé tout à l'heure, à savoir que c'est quand même un vote, c'est quand même un vote qui va être pris, mais l'autre accord, on y arrivera sur les questions constitutionnelles. Par exemple, au niveau du Parlement, il n'y a pas de vote. C'est des débats qu'il y a. Bon, maintenant, ça, c'est une autre fenêtre de la question.
L'autre fenêtre de la question, ce sera que moi, je dis que je suis en désaccord avec mes companélistes. Pourquoi? Parce que on est par devant une juridiction. On est par devant une instance juridictionnelle. Et devant l'instance juridictionnelle, je dis que je ne vois pas pourquoi, sur le plan technique, puisque la procédure est technique, je ne vois pas pourquoi les uns et les autres ne s'entoureraient pas de professionnels de la défense. En tout cas, primo, demande de mise en accusation par des députés que l'on connaît. La question est portée par devant l'Assemblée, puisque c'est elle qui est souveraine, et sa décision, dans un sens ou dans un autre, s'imposera. Si sa décision, c'est le rejet, ça s'arrête là. Mais si sa décision, c'est le maintien, ça traverse l'autre chambre qui doit vers le Sénat qui s'érige en haute cour de justice. Et devant la haute cour de justice, une commission d'instruction est formée. Et c'est sur le rapport de la commission d'instruction que le tribunal, ce tribunal, va être constitué. Va statuer. Monsieur, merci infiniment. Et malheureusement, vous n'avez pas... On est resté sur notre soif. Oui, en effet. Oui. Parce que... Non, mais est-ce que... Moi, j'ai un désaccord profond avec ce qu'a dit Maître. Est-ce que vous pouvez saisir nous ne sommes pas entrés en l'occasion? C'est ça. Est-ce que dans quelques secondes, vous pouvez faire valoir votre point de vue en réaction, Maître Zamor? Je dirais rapidement, et ça va être probablement la position de Maître Canton. Donc, par devant la Cour, la Haute Cour de justice, ou encore devant la Chambre des députés, on n'est pas dans une logique où il y a une instruction qui va être faite de façon, je dirais, judiciaire. Juridictionnelle. Vous comprenez? Donc, c'est une assemblée politique, ce ne sont pas des juges. Donc, le maître a dit... Non, mais il y aura aussi la Haute Cour le président de la Cour de cassation. Je précise. Vous dites? Le président de la Cour de cassation sera là aussi. Oui, mais ce n'est pas la juridiction. Assisté du président de la Cour de cassation. Donc, il n'aura pas à décider. Le président de la Cour de cassation, qui fera partie du bureau, n'aura pas à décider, c'est l'Assemblée qui va décider. Maintenant, tout ce qui va être question de faire, c'est d'analyser la pertinence des preuves qui vont être soumises éventuellement. Comme des enquêteurs qui sont venus avec des éléments de preuve qui seront appréciés par l'Assemblée. La Chambre des députés fait office... juridiction. Voilà. De jugement, d'appréciation même. Oui, seulement pour résumer, la Chambre des députés fait office de la Chambre de mise en accusation. D'accord? Et mise en accusation pour opérer la saisine de la Haute Cour de justice. Sans cette décision de la Chambre des députés, la Haute Cour de justice ne peut valablement être constituée pour faire quoi que ce soit. Et elle ne peut pas se saisir d'elle-même. Une fois saisie, sa mission principale, ou encore essentielle, c'est de vérifier si les éléments de preuve dont on dispose sont pertinents et susceptibles de motiver éventuellement sa décision à travers les 2 tiers, pour qu'on puisse avoir la destitution du président de la République. Alors, je finis par dire... C'est le principe. Non, ce n'est pas le principe. Excusez-moi. Pour terminer, le maître a dit... Ça peut s'appliquer aussi. Le maître a dit, la Haute Cour doit dire le mot du droit. La Haute Cour n'a pas à dire le mot du droit. Car en disant le mot du droit, on se réfère à l'application de textes de loi. Donc, la Haute Cour de justice, une assemblée hautement politique ou éminemment politique, n'aura pas à se référer à un quelconque texte de loi pour dire voilà sur quelle base je destitue le président. Maintenant, elle va devoir se baser sur les faits. Les faits sont pertinents. On dit que vous avez fait telle ou telle chose, voilà les preuves qu'on a démontrées, eh bien voilà. Donc c'est justement l'aspect juridictionnel de la question. C'est justement l'aspect juridictionnel. Il y a les faits qui sont consignés dans un acte d'accusation. On dit voilà les charges qui sont évoquées contre vous, et c'est sur ces charges que vous allez vous défendre. Je ne vois pas pourquoi on retire l'aspect technique. Pour terminer. Justement. Pour terminer. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Mais nous disons la même chose au niveau de la Haute Cour de justice qui est un tribunal. Dans une loi d'application éventuelle, on devra par contre prévoir un recours par devant le Conseil constitutionnel. Oui, pour apprécier. Parce que les actes du Parlement, globalement, doivent être soumis à un contrôle de constitutionnalité. Voilà, doivent être soumis à un contrôle de constitutionnalité. Maintenant, il se peut que la Haute Cour décide, parce que le président peut avoir une majorité. Au côté volet politique. Voilà. La Haute Cour peut. Le Sénat peut être constitué. Pour l'équilibre. Absolument. C'est dans cet équilibre. C'est dans cet équilibre. Pour un équilibre juridictionnel et judicieux. À ce moment-là, il faudrait
permettre à des sages réels, c'est-à-dire qui connaissent le droit public, en même temps qui ont un pouvoir de contrôle de la régularité de la décision qui venait d'être rendue, et l'apprécier à sa juste valeur. Bien sûr. Pour dire que voilà le côté, là où il y a une erreur de fait. Ou d'interprétation. Non, une erreur de fait ou une erreur de droit. Voilà le côté il y a, on appelle, vous pressez? Oui. Je dois terminer. Oui, parce qu'il doit me retourner quelques secondes de parole pour dire tout simplement. Non, je ne peux pas mettre. Non, pour dire tout simplement que. Je suis désolé. Puisque le dossier sera communiqué à l'accusé. Violation de la loi. Le dossier sera communiqué à l'accusé dans le respect du principe de l'égalité des droits. Si c'est une L'accusé n'est pas présent. Si c'est une juridiction. Attendez, le président ne sera pas présent Mais non, jamais. au Sénat. Si c'est une juridiction qui a décidé, jamais qui aura le représenté. Le président le dossier Il sera au palais et on décidera. jamais il ne peut pas être présent. Ah, mais quelle idée, Le dossier ne lui est pas communiqué. On est en train de juger quelqu'un sur la base d'un acte d'accusation qui aura été rédigé. Et puis maintenant... Mais en la matière, il y a toute une pédagogie. Il faut se référer à ce qui se fait ailleurs pour bien comprendre la matière. Mais Donc, il n'est pas question que le président soit là à l'audience, qu'il puisse se faire assister de ses avocats. Personne n'a dit qu'il soit obligé d'être là. Ça n'a aucune logique. C'est-à-dire qu'il soit présent physiquement. Messieurs, on dit que je vous remercie. Le dossier est communiqué. Pour votre compréhension. Et sur la communication, il y a un moyen de défense. Pour une bonne distribution de la justice, équitable et neutre, il faudrait, comme nous l'avions dit tout à l'heure, qu'il y a possibilité de recours par devant le Conseil constitutionnel qui seul serait habilité à prononcer la décision définitive. Vous avez suivi, monsieur, de confirmation ou d'information. Maître Auxilus, merci. Maître Canton, Maître Zamor, franchement, merci. Merci surtout de votre compréhension. Merci. Je remercie tout le monde, je les remercie. Je remercie les co-panélistes. Et même si je sais que je vais revenir pour étaler mon programme de patronat 2000. Mais pas sans eux. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Métropole. Nos invités, Kebro Zamor, Jacques Auxilus, Fritzto Canton. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.